Des images fulgurantes passaient et repassaient devant ses yeux en un incessant va-et-vient. Des fusées et des bombes, et des trajectoires de feu, et d'immenses gerbes de lumière blanche traversaient sa tête de leur tourbillon avant d'aller se planter en sifflant dans la partie molle et humide de son cerveau. Il entendait très distinctement les sifflements. On aurait dit de la vapeur s'échappant d'une locomotive. Il entendait des explosions, et des hurlements, et des gémissements, et des mots qui ne signifiaient rien, et des coups de sifflet si aigus et si stridents qu'ils semblaient lui percer le tympan comme des couteaux. Tout l'éblouissait et l'assourdissait. Il souffrait tellement qu'il crut toute la douleur du monde emprisonnée entre son front et l'arrière de son crâne, d'où elle tentait de s'échapper en se frayant un chemin à coups de boutoir. La douleur devenait si intolérable qu'il avait une seule idée, de grâce, plutôt mourir. Puis tout s'apaisa soudain. Tout se calma à l'intérieur de sa tête. Les lumières qui dansaient devant ses yeux disparurent aussi promptement que si on les avait éteintes en appuyant sur un interrupteur. Il gardait la seule sensation de violents battements du sang dans le crâne, qui lui dilataient et lui contractaient la tête. Mais il en éprouvait un sentiment de paix. Il ne souffrait plus. Ce fut un tel soulagement qu'il émergea de son état de noyade. Il fut en mesure de réfléchir. Il se dit, « Ma foi, mon petit, tu es sourd comme un pot, mais tu ne souffres pas. Tu n'as plus de bras, mais tu n'as pas mal. Tu ne te brûleras jamais la main et tu ne te feras pas de coupure au doigt et tu ne t'écraseras pas d'ongles. Espèce de vénard. Tu es vivant et tu ne souffres pas, ce qui vaut bien mieux que d'être vivant et d'avoir mal. » Il y a une quantité de choses qu'un individu sans bras peut faire quand il ne souffre pas au point de devenir fou de douleur. Il peut se faire mettre des crochets ou quelque autre appareil à la place de bras et il peut apprendre à lire sur les lèvres. S'il n'y a pas de quoi être au 7e ciel, cela vaut quand même mieux que de se trouver noyé au fond d'une rivière et d'avoir des douleurs qui vous lacèrent le cerveau. Il respirait toujours, et il ne se débattait plus, et il lui restait les saules et la faculté de penser, et il ne souffrait pas. Il ne comprenait pas pourquoi les infirmières ou les personnes qui s'occupaient de lui ne le couchaient pas à plat. La partie inférieure de son corps avait une légèreté de plume, alors que sa tête et son tronc étaient des poids morts. C'est ce qui lui avait causé cette impression de noyade. Il avait la tête trop bas. S'il pouvait déplacer ce qui se trouvait sous ses jambes et remettre son corps d'aplomb, il se sentirait mieux. Ce rêve où il se noyait ne se reproduirait alors plus. Il voulut donner des coups de pied pour déplacer ce qui se trouvait sous ses jambes. Il en resta à ses intentions, car les jambes pour exécuter le mouvement lui faisaient défaut. Quelque part, tout près de l'articulation de la hanche, on lui avait coupé les 2 jambes. Plus de jambes. On ne peut plus courir, ni marcher, ni ramper quand on n'a pas de jambes. Vous vous rendez compte? Ne plus jamais remuer ses doigts de pied. Mais c'était diablement bon, c'était merveilleux de remuer ses doigts de pied. Non, non. S'il réussissait seulement à penser à des choses concrètes, il détruirait ce rêve de n'avoir plus de jambes, à des paquebots, à des miches de pain, à des filles, à Karen, à des mitrailleuses, à des livres, à du chewing-gum, à des morceaux de bois. Mais cela ne servait à rien de penser à des objets concrets, car il ne s'agissait pas d'un rêve, il s'agissait de la réalité. C'est ce qui expliquait sa sensation d'avoir la tête plus bas que les jambes, parce qu'il n'avait pas de jambes. Elle lui avait paru légère, naturellement. L'air est léger aussi, lui aussi, même un ongle du pied est lourd, comparé à de l'air. Il n'avait ni bras ni jambes. Il rejeta la tête en arrière et voulut hurler de terreur. Mais il ne hurla pas parce qu'il n'avait plus de bouche pour hurler. Il fut si surpris
de ne pas pouvoir crier quand il voulut le faire, qu'il entreprit de mastiquer tel un homme qui vient de tomber sur une idée intéressante et désire la mettre à l'épreuve. Il était tellement certain que l'impression de n'avoir pas de bouche correspondait à un rêve qu'il put se livrer à un examen de la situation. Dans le plus grand calme, il essaya de faire fonctionner ses mâchoires et il n'avait pas de mâchoire. Il essaya de passer la langue sur la surface interne des dents et sur la voûte du palais comme pour déloger un grain de framboise égaré là. Mais il n'avait pas de langue et il n'avait pas de dents. Il n'y avait pas de palais, il n'y avait pas de bouche. Il essaya d'avaler, mais ce fut impossible car il n'avait pas de palais et il ne lui restait pas de muscles pour déglutir. Il se mit à étouffer et à haleter. C'est comme si on lui avait posé un matelas sur la figure et qu'on maintint ce matelas en place. Il respirait vite et fort à présent. Mais il ne s'agissait pas vraiment de respiration, car il n'inspirait pas d'air par le nez. Il n'avait pas de nez. Il sentait sa poitrine se soulever et s'abaisser et vibrer, mais il ne passait pas un souffle d'air à l'endroit où se trouvait autrefois son nez. Il fut saisi d'un mouvement de panique, d'un désir frénétique de mourir, de se tuer. Il essaya de réduire sa respiration, d'arrêter sa respiration complètement afin d'étouffer. Il sentait les muscles au fond de la gorge se resserrer complètement et bloquer l'entrée de l'air. Mais la respiration dans le thorax se poursuivait. Il n'y avait pas d'air à arrêter dans la gorge. Ses poumons aspiraient l'air par un endroit situé au-dessous de la gorge. Il sut alors qu'il allait certainement mourir. Mais sa curiosité s'éveilla. Il ne voulait pas mourir avant d'avoir découvert tout ce qui se passait chez lui. Si un homme n'a ni bouche, ni palais, ni langue, il va de soi que d'autres parties du corps peuvent lui faire défaut également. Mais c'est un raisonnement absurde, car un homme plongé dans cet état aurait cessé de vivre. On ne peut pas perdre tant d'éléments de soi-même et continuer à vivre. Si pourtant on sait qu'on les a perdus et qu'on est capable d'y réfléchir, eh bien, il faut être vivant malgré tout, car les morts ne pensent pas. Les morts ne sont pas curieux. Et il était tenaillé, quant à lui, par la curiosité. Donc, il ne devait pas être mort encore. Il se mit à explorer l'espace autour de lui avec les nerfs du visage. Il s'efforça de se rendre compte du néant qui s'y trouvait. À l'endroit de la bouche et du nez, il ne devait rien y avoir, sinon un trou, recouvert de pansements. Il tenta de découvrir jusqu'où s'étendait ce trou. Il essaya de percevoir les bords du trou. Il tenta, à l'aide des nerfs et des pores du visage, de saisir et de suivre les contours du trou et de le délimiter. C'était comme si l'on transportait du regard une obscurité totale, les yeux exorbités. Il s'agissait d'un procédé consistant à palper, à l'aide de la peau, à explorer l'espace, à l'aide d'un élément qui ne suivait pas les directions que lui donnait l'esprit. Les nerfs et les muscles de son visage rampaient comme des serpents en direction de son front. Le trou commençait à la base de la gorge, juste sous l'endroit où aurait dû se trouver la mâchoire, et remontait en un cercle qui allait s'élargissant. Il sentait la peau se hérisser autour du bord du cercle. La cavité devenait de plus en plus grande. Elle s'arrondissait presque jusqu'au bord des oreilles, si toutefois il lui en restait. Et puis se rétrécissait de nouveau. Elle s'arrêtait au sommet de ce qui fut le nez. La cavité remontait trop haut pour qu'il y eût de la place pour les yeux. Il était aveugle. Il trouva curieux de garder un tel calme. Il était aussi tranquille qu'un commerçant en train de faire son inventaire de printemps et de se dire « Je n'ai pas Dieu, je ferais bien de la noter dans mon carnet de commandes. » Il n'avait pas de jambes et pas de bras, et pas d'yeux, et pas d'oreilles, et pas de nez, et pas de bouche, et pas de langue. Quel maudit rêve! Ce devait être un rêve. Bien sûr, nous Jésus, que c'est un rêve. Mais il fallait à tout prix qu'il se réveille, sans quoi il allait devenir dingo. Personne ne peut vivre ainsi. Toute personne qui se trouverait dans cet état serait morte. Il n'était pas mort. Il ne pouvait donc pas se trouver dans cet état. Il rêvait tout simplement. Mais ce n'était pas un rêve. Il avait beau vouloir que ce soit à tout jamais un rêve, cela ne changeait rien à la situation car il était vivant, et bien vivant.
Il n'était qu'un morceau de chair, comme les bouts de cartilage que Fogel, le vieux prof, leur montrait au cours de biologie. Des bouts de cartilage qui ne possédaient rien sauf la vie et se nourrissaient de produits chimiques. Mais il avait un avantage sur le cartilage. Il possédait un esprit doté de pensée. C'était plus que pouvait n'en dire le vieux Fogel de ses cartilages. Il pensait, et il n'était qu'un objet. Oh, non, 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 il ne pouvait pas vivre ainsi parce qu'il deviendrait fou. Mais il ne pouvait pas mourir parce qu'il ne pouvait pas se tuer. S'il lui était seulement donné de respirer, il aurait la possibilité de mourir. C'était curieux, mais c'était la vérité. Il pourrait retenir sa respiration et se tuer. C'était la seule ressource qui lui restait. Seulement, il ne respirait pas. Ses poumons pompaient de l'air. Mais il ne pouvait pas arrêter leur fonctionnement. Il ne pouvait pas vivre. Et il ne pouvait pas mourir. Non, non, non. Non, ce ne pouvait pas être exact. Non, maman. Maman, où es-tu? Dépêche-toi, maman, dépêche-toi, dépêche-toi de me réveiller. J'ai un cauchemar. Maman, où es-tu? Dépêche-toi, maman, je suis couché là. Ici, ici, maman, dans le noir. Prends-moi, maman. Dodo, l'enfant dormira bientôt. Oh, dépêche-toi, maman, car je n'arrive pas à me réveiller. Par ici, maman. Quand le vent soufflera, le berceau balancera. Soulève-moi, haut, très, très haut. Maman, tu es partie et tu m'as oublié. Me voici. Je n'arrive pas à me réveiller. Réveille-moi. Je ne peux pas bouger. Tiens-moi, j'ai peur. Oh, maman, maman, chante-moi une chanson et frictionne-moi et donne-moi un bain. Coiffe-moi. Et nettoie-moi les oreilles et joue avec mes doigts de pied. Et fais-moi battre des mains et embrasse mes yeux et ma bouche, comme je te l'ai vu faire avec Elisabeth et comme tu as dû le faire avec moi. Je me réveillerai alors. Et je resterai avec toi et je ne te quitterai plus jamais. Et je n'aurai plus peur. Et je ne rêverai plus. Oh non. Je ne peux pas le supporter. Mais il faut que je hurle, que je bouge, que je secoue quelque chose, que je fasse un bruit quelconque. Je ne peux pas le supporter, non, non, non. De grâce, je ne peux pas, de grâce, non, à l'aide, au secours. Je ne peux rester couché ainsi éternellement pendant des années, peut-être, et des années, jusqu'à ma mort. Je ne peux pas. Pourquoi ne le peut? Mais c'est pas possible. Je ne peux pas respirer, mais je respire quand même. J'ai si peur que j'en perds la faculté de penser, mais je pense quand même. Oh, de grâce, non. Mais une chose pareille ne va pas m'arriver à moi. Au secours. Une chose pareille ne peut pas m'arriver, mais pas à moi. Non, non, de grâce. Oh, de grâce, non, non, de grâce, non, non. Pas moi. Dalton Trumbo. Johnny Goes His Gun. Bonsoir à tous. Après ce texte très poignant et vraiment très bien lu, je voudrais maintenant vous parler du travail que l'on réalise justement avec des personnes, des patients comme Monsieur Pignon vient un peu de décrire au travers ce texte, des patients dont le corps est présent mais dont l'esprit, pour nous, personnes extérieures, est plus difficile à percevoir puisque ce sont des patients qui sont en coma, qui évoluent du coma, mais qui ne peuvent pas communiquer avec le monde qui les entoure. Donc moi, je travaille au Coma Science Group à Liège et on est une équipe qui a une double casquette. On est des chercheurs cliniciens. Donc par la recherche, on essaye de développer toute une série d'outils qui vont nous permettre de détecter la conscience chez ces patients en coma, en état végétatif. Et notre casquette de clinicien va nous permettre d'adapter ces outils de recherche à une réalité clinique, la réalité des hôpitaux, la réalité des centres de revalidation, pour pouvoir justement aider ces patients en état de conscience altérée, les aider
d'une part faire un diagnostic de conscience et d'inconscience, les aider pour mettre au point des outils de traitement et mettre au point également des outils de pronostic pour pouvoir aider les familles qui les entourent à savoir est-ce que mon proche va évoluer ou pas, dans quel sens va-t-il évoluer. Donc c'est ici en 20 minutes ce que je vais essayer de vous présenter. Donc tout d'abord, classiquement, dans notre travail de chercheur clinicien, on considère que la conscience a deux composantes principales, comme vous pouvez le voir ici. Donc le niveau d'éveil et le niveau de conscience, le contenu de la conscience. Et chez vous et moi, ce niveau de conscience et d'éveil sont corrélés. Donc plus vous êtes éveillé, plus vous êtes conscient. Un état dans lequel où la conscience et l'éveil vont diminuer progressivement ensemble, c'est le sommeil. Donc plus vous allez être somnolent, vous allez progressivement vous endormir jusqu'à entrer en état de sommeil profond, plus votre niveau d'éveil et de conscience vont diminuer de manière simultanée. Alors, dans le sommeil, on peut déjà observer une dissociation entre l'éveil et la conscience. Par exemple, dans ce que l'on appelle les rêves lucides. Donc, ce sont ces rêves que vous avez peut-être déjà pu expérimenter, des rêves dont vous pouvez avoir le contrôle. Donc, vous arrivez à diriger votre rêve dans le sens où vous désirez le faire. Donc, votre niveau de conscience est relativement élevé alors que vous êtes totalement endormi. Votre niveau d'éveil est très faible. On observe également cette dissociation dans le sommeil paradoxal, donc ce stade de sommeil où vous êtes en train de faire des rêves. Des patients qui sont en coma ou sous anesthésie générale, eux, sont caractérisés par une absence totale d'éveil et une absence totale de conscience. Donc ce sont des patients qui n'ouvriront jamais les yeux. Vous aurez beau les stimuler, leur faire mal, crier, les secouer, ces patients n'ouvriront jamais les yeux. Et ces patients ne présentent, lorsqu'ils présentent des petits mouvements, ces mouvements ne sont uniquement que des mouvements réflexes, donc ils ne présentent aucun signe de conscience. Et ces patients en coma vont pouvoir évoluer vers différents stades et certains d'entre eux vont évoluer vers un état végétatif. L'état végétatif est caractérisé, comme vous pouvez le voir ici, par une récupération de l'éveil. Donc ces patients vont spontanément ouvrir et fermer les yeux, mais comme vous pouvez le voir également, une absence totale de conscience. Donc ce sont des patients qui ne présenteront que des mouvements réflexes, qui ne présenteront aucun signe comportemental de conscience. Récemment, l'état végétatif a été proposé, on a proposé de le renommer, de l'appeler syndrome d'éveil non répondant, pour justement essayer d'éviter toute cette consonance négative du terme végétatif qui peut rappeler le terme légume. Et donc, lorsqu'on donne cette étiquette à des patients, ça a aussi une connotation de permanence. Le patient n'évoluera plus. Et donc, ça peut influencer notre travail thérapeutique également face à ces patients. Tandis que le terme syndrome d'éveil non répondant est beaucoup plus descriptif et donc retire toute cette connotation plus négative du terme végétatif. Des patients qui souffrent d'épilepsie ou qui souffrent de somnambulisme sont également caractérisés par cette dissociation entre éveil et conscience, puisque si vous connaissez des personnes somnambules, ces personnes ont les yeux ouverts, mais elles ne vont pas percevoir ce qui les entoure. Si vous leur parlez, etc., elles ne vont pas réagir de manière consciente. Alors, les patients en syndrome d'éveil non répondant vont, dans certains cas, également évoluer vers un état de conscience minimale. De nouveau, vous voyez que le niveau d'éveil est récupéré chez les patients en état de conscience minimale. Excusez-moi. Et ces patients, à la différence des patients en état végétatif, vont récupérer un certain degré de conscience, comme vous pouvez le voir ici. C'est un niveau de conscience qui n'est pas le même qu'une conscience normale, qui est une conscience de bas niveau, mais qui est néanmoins présente et qui va pouvoir s'exprimer de différentes manières. Alors, on propose de catégoriser les patients en état de conscience minimale plus, s'ils sont capables de répondre à des commandes. Donc, si vous leur demandez de serrer la main, tirer la langue, ils vont être capables de le faire. Et on propose d'appeler ces patients en état de conscience minimale moins lorsqu'ils présentent des signes de conscience, donc des comportements non réflexes, mais qui ne font pas appel au processus de langage. Donc, par exemple, ce sont des patients qui vont vous suivre du regard si vous bougez dans la pièce. Si vous leur pincez le doigt, ils vont, avec leur autre main, venir toucher l'endroit où vous leur faites mal. Donc, ce sont tous des petits signes de conscience, mais qui ne font pas appel à tout le système langagier.
Et finalement, je vous parlerai des patients en locked-in syndrome, qui ne sont pas à proprement parler des patients en état de conscience altérée, puisque comme vous le voyez, leur niveau de conscience et leur niveau d'éveil est similaire au nôtre. Donc ce sont des patients totalement conscients, mais qui sont prisonniers de leur corps. Donc ils souffrent d'une quadriplégie, d'une anartrie, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent pas parler. Et leur unique moyen de communiquer, c'est par des petits mouvements des yeux. Donc par exemple, regarder vers le haut pour dire oui, regarder vers le bas pour dire non. Alors pendant longtemps, on a cru que la conscience était le cerveau entier. Donc ici, vous avez l'illustration du fonctionnement cérébral chez des sujets conscients en pleine conscience. Donc chez vous et moi, si on nous scanne avec un PET scan, c'est un scanner qui va enregistrer la consommation que le cerveau fait en sucre, on va observer ce type d'activité métabolique, ce type d'activité cérébrale, donc un niveau très haut d'activité cérébrale lorsqu'on est conscient. Les patients en mort cérébrale, eux, comme vous pouvez le voir, on n'observe plus aucune activité. Alors, lorsque vous êtes en sommeil profond, vous voyez que notre cerveau va diminuer de manière drastique son activité jusqu'à 50 à 60%. Et lorsque nous rêvons, vous voyez que le fonctionnement du cerveau est assez similaire à celui observé lorsque l'on est en éveil et en conscience normale. Sous anesthésie générale, de nouveau, le fonctionnement global du cerveau diminue de manière importante, jusqu'à 40%. Et lorsqu'on arrête les anesthésiants, on récupère totalement un fonctionnement cérébral normal, donc on récupère 100% de notre métabolisme cérébral global. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici ce qui se passe chez des patients en état végétatif, en syndrome d'éveil non répondant. Donc vous voyez que ici, un patient en syndrome d'éveil non répondant présente une diminution très importante du fonctionnement global du cerveau, jusqu'à 40%. Mais ce qui est interpellant, c'est de voir que lorsque ce même patient récupère totalement, donc une conscience normale, on n'observe pas de différence significative entre le fonctionnement du cerveau lorsqu'il était inconscient et lorsqu'il a récupéré totalement sa conscience. Donc on en déduit que la conscience, les processus de la conscience ne peuvent pas être réduits au cerveau dans sa globalité. Mais grâce à différentes études, on a pu déterminer que les processus de la conscience se situaient dans des régions plutôt focales, dans ce qu'on appelle le réseau frontopariétal, qui comprend ces régions que vous avez ici en rouge, les régions mésiofrontales, le précuneus qui se trouve plus à l'arrière du cerveau, et alors tout ce réseau temporopariétal, ici à l'avant et plus derrière. Et donc ce réseau frontopariétal est vraiment impliqué dans les processus de conscience. Par exemple, chez les patients en état végétatif, donc les patients inconscients, on voit que ces régions spécifiques sont systématiquement déficitaires et que ces régions vont refonctionner normalement lorsque le patient récupère une conscience. Alors au sein de ce réseau, une autre petite région joue un rôle particulier, c'est le précuneus que vous avez ici en rouge. Donc ici, vous avez l'illustration d'un cerveau de sujet conscient, de sujet contrôle. Et vous voyez que donc sur ces images, plus la région est rouge, plus elle consomme de sucre, c'est de nouveau des acquisitions en PET scan, et donc plus elle fonctionne de manière active. Et vous voyez que le précuneus est la région la plus rouge, donc celle qui fonctionne le plus dans le cerveau d'une personne consciente. Vous voyez que chez les patients en état végétatif, au niveau du précuneus, ici, on n'a plus aucune activité, ce qui illustre bien ce qu'on observe au chevet, c'est une inconscience. Chez les patients locked-in syndrome, vous voyez que cette région, le précuneus, fonctionne de manière assez similaire à celle observée chez des sujets contrôle, ce qui également illustre bien leur état de conscience normale, caractérisé par cette pathologie. Et enfin, les patients en état de conscience minimale, vous voyez que le précuneus, l'activité au niveau du précuneus est relativement préservée, mais de très bas niveau. De nouveau, ça corrèle bien avec cet état de conscience, mais de très bas niveau, qui se traduit par des petits signes de conscience qui ne reflètent pas une conscience de haut niveau comme nous pouvons la présenter. Alors, au sein de ces réseaux conscience, donc ce réseau frontopariétal, on peut distinguer deux autres réseaux liés à la conscience interne, donc la conscience que vous avez de vous-même, cette petite voix qui vous parle à l'intérieur par exemple, et la conscience externe, donc la conscience que vous avez de votre environnement. Et donc on a montré dans des études, on a pu objectiver ce qu'on sait intuitivement, c'est que plus vous êtes concentré sur vous-même, plus vous êtes perdu dans vos pensées, moins vous allez percevoir ce qui vous entoure. Et inversement, plus vous allez être concentré sur ce que je vous dis, ce que je vous présente, moins vous allez être en train de gamberger ou de penser à ce que vous devez faire, etc. Et donc on a montré que comportementalement,
il y avait une anticorrélation entre la conscience interne, la conscience de soi, et la conscience externe. Plus la conscience interne est importante, moins la conscience externe est présente, et inversement, plus la conscience externe est activée, moins vous êtes concentré sur votre conscience interne. Et au niveau du cerveau, on a pu observer 2 réseaux cérébraux totalement différents pour cette conscience interne et conscience externe, que vous avez ici illustrés en bleu. Donc, lorsque vous êtes très concentré sur vous-même, dans votre conscience interne, votre conscience de vous-même, c'est ces régions en bleu, de nouveau les régions mésofrontales, ici plus à l'avant, et le précuneus, les régions internes, qui sont impliquées dans la conscience de soi. Et ce sont ces régions externes, en rouge, plus temporopariétales, qui sont impliquées dans la conscience externe. Donc d'une part, on a pu objectiver que cette conscience interne et externe était dissociée, était anticorrélée, mais en plus, on a montré qu'au niveau cérébral, on pouvait vraiment distinguer 2 types de réseaux pour ces 2 consciences. Alors toutes ces informations vont être utiles pour nous en tant que cliniciens pour travailler et pour comprendre ce qui se passe chez des patients en coma. Comment fait-on tout d'abord pour faire un diagnostic clinique? Donc classiquement, on va au chevet du patient et on passe une série de batteries de tests. Alors faire un diagnostic clinique, ce n'est pas évident parce que ce sont des patients qui présentent souvent des comportements ambigus ou parfois les comportements conscients sont difficiles à détecter, comme c'est illustré dans cette étude où on a vu 103 patients chez qui 45 d'entre eux avaient reçu le diagnostic d'état végétatif, donc d'inconscience, par le corps médical, donc l'ensemble de l'équipe qui soignait le patient. Mais lorsque on administrait une échelle standardisée, donc un outil vraiment standardisé et validé pour détecter la conscience chez ces patients, 18 d'entre eux présentaient des signes de conscience. Donc 18 d'entre eux, en réalité, étaient en état de conscience minimale et non pas en état végétatif. Donc on montre qu'il y a encore 40% d'erreurs diagnostiques. Alors ça peut s'expliquer d'une part par les outils utilisés. Donc on s'est intéressé au pourquoi de cette erreur diagnostique et on se rend compte que si on n'utilise pas les bons outils pour détecter la conscience au chevet du patient, on va passer à côté de petits signes. Donc c'est important par exemple d'utiliser un miroir si on veut évaluer la poursuite visuelle des patients, parce qu'ils vont mieux suivre du regard un miroir que vous, si vous bougez dans la pièce ou un doigt que vous déplacez devant leur visage. C'est important de tester leur réponse à la commande. Est-ce qu'il serre la main? Est-ce qu'il tire la langue? Est-ce qu'il peut fermer les yeux à la commande? Est-ce qu'il va localiser la douleur? Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il va venir toucher l'endroit où je lui fais mal? Est-ce qu'il présente une communication fonctionnelle ou non fonctionnelle? Donc une communication non fonctionnelle veut dire le patient va répondre oui et non, mais de manière indifférenciées, donc les réponses ne seront pas correctes, ou alors est-ce que ces réponses sont correctes et est-ce qu'on peut élaborer un échange plus complexe avec le patient. Donc vraiment l'intérêt d'utiliser les outils les plus précis pour diagnostiquer ces états de conscience altérés. Alors pour nous aider également à diminuer ces erreurs diagnostiques, on essaye de mettre au point des outils paracliniques. Donc, par exemple, en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, donc c'est un scanner qui fonctionne sur base d'un champ magnétique qui tourne en permanence et qui va venir enregistrer l'activité cérébrale. On a développé ce qu'on appelle des paradigmes actifs. Donc, ce sont des tâches où on va demander aux patients de s'imaginer jouer au tennis, par exemple, et s'imaginer visiter leur maison. Alors si vous tous maintenant, je vous mets dans une IRM et je vous demande de vous imaginer jouer au tennis, que vous soyez sportif ou pas, vous allez tous activer cette petite région, cette région motrice en jaune. Et si vous tous, je vous demande de vous imaginer en train de voyager dans votre maison, vous allez tous présenter cette activation au niveau des régions para-hippocampiques, des régions liées à la navigation spatiale. Donc, d'abord, on a mis ça en évidence chez des sujets contrôle et puis on s'est dit on va l'appliquer chez des patients. Et dans cette étude, on a montré que chez 54 patients chez qui on a demandé de réaliser ces 2 exercices, le tennis et visiter sa maison, 5 d'entre eux ont été capables d'activer les mêmes régions que celles que vous observez ici chez les sujets contrôle. Vous voyez ici, à chaque fois qu'on demande aux patients de jouer au tennis, on a cette petite activation en rouge au niveau des régions motrices et en bleu lorsqu'on leur demande de visiter leur maison. Donc grâce à ces paradigmes actifs, certains patients qui ne vont pas être capables de montrer leur conscience lorsqu'on va les voir dans leur lit vont être capables de moduler volontairement l'activité de leur cerveau pour réaliser des tâches et donc pour nous démontrer leur conscience. Alors on s'est intéressé à un patient en particulier, ce patient-ci, le patient 23,
et qui était capable, lui, de réaliser les 2 tâches de manière systématique. Et donc, on lui a proposé d'aller un peu plus loin. On lui a proposé un code de communication et on lui a dit, si tu veux me répondre oui, tu t'imagines jouer au tennis. Si tu veux me répondre non, tu t'imagines visiter ta maison. Et on lui a posé des questions très simples. Est-ce que ton papa s'appelle Alexandre? Est-ce qu'il s'appelle Thomas? Et on lui a posé 6 questions et ce patient était capable de répondre à la majorité de ces questions correctement. Donc, l'expérimentateur ne connaissait pas les réponses, on les a devinées, puis on a demandé à la famille de vérifier la justesse des réponses que nous, on avait devinées. Et donc, grâce à cette activité volontaire cérébrale, le patient était capable, d'une part, de nous montrer qu'il était conscient, mais d'autre part qu'il était capable de communiquer, et donc que ses fonctions cognitives étaient beaucoup plus complexes que celles que nous, on observait en tant que cliniciens à son chevet. Alors c'est très bien, par contre, au quotidien, c'est pas facile à utiliser, on ne peut pas mettre un patient dans une IRM à chaque fois qu'on veut lui poser une question, parce que déjà tous les hôpitaux ne l'ont pas à leur disposition, ça coûte très cher et ça demande beaucoup de personnes autour du patient pour réaliser cet examen. C'est pourquoi on essaye de développer d'autres outils moins chers et plus pratiques et transportables pour réaliser les mêmes tâches. Donc ici, ce sont des résultats obtenus en électroencéphalographie. Donc on colle des petites électrodes sur la tête des patients et de nouveau, on leur demande de s'imaginer différentes choses. Ici, on leur demande de s'imaginer bouger leurs pieds, s'imaginer bouger leurs mains. De nouveau, on a regardé chez des sujets contrôle. Et on voit qu'on a une activité spécifique pour la tâche motrice « Imagine bouger ton pied » et pour la tâche « Imagine bouger ta main ». Et ici, vous avez de nouveau l'illustration d'un patient qui semblait être végétatif à son chevet et qui a pu démontrer qu'il activait les mêmes régions lorsqu'on lui demandait de s'imaginer bouger son pied et bouger sa main. Donc de nouveau, il a pu nous montrer un degré de conscience plus complexe que celui qui n'était observé à son chevet. Alors le souci, c'est que... d'une part, le message n'est pas de dire tous les patients en état végétatif, tous les patients inconscients, en fait, sont conscients, on se trompe sur tout cela. Donc, vous voyez ici que c'est un nombre très rare, donc 19% des patients qui sont capables de réaliser ces tâches. Donc, ce sont vraiment des patients très rares. Et d'autre part, vous voyez que sur 23 patients en état de conscience minimale, donc au chevet qui sont capables de démontrer leur conscience, seulement 7 d'entre eux sont capables de réaliser les tâches. Donc, on a aussi beaucoup de faux négatifs. Et donc, cela s'explique parce que ces patients en état de conscience altérée souffrent de différents troubles cognitifs, des problèmes de mémoire, des problèmes d'attention peut-être aussi. Et ce sont des patients également qui souffrent de troubles du langage, donc des problèmes de compréhension et de production. Et donc, on essaye de développer d'autres outils qui ne font pas appel à tous ces problèmes, toutes ces fonctions cognitives. Et on va s'intéresser également à leur activité cérébrale au repos. Donc, dans ce cas, on ne leur demande rien. On les met dans une IRM, dans ce scanner, et on leur demande simplement de se relaxer et de penser à n'importe quoi. De nouveau, vous tous, si je vous mets dans une IRM, que vous êtes bien éveillés, les yeux fermés et que vous pensez à n'importe quoi, je vais observer ce type d'activité cérébrale dans ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. De nouveau, ces régions mésiofrontales, le précuneus et les jonctions temporopariétales. Et donc, on a voulu voir si ce réseau du mode par défaut était lié au processus de conscience. Est-ce que les patients en état végétatif vont moins activer que les patients en état de conscience minimale? Et vous voyez ici l'illustration de la connectivité au sein de ce réseau, c'est-à-dire la communication entre toutes ces régions, chez des sujets contrôle conscients, chez un patient Lockton syndrome qui est totalement conscient également, chez des patients en état de conscience minimale, en état végétatif et en coma. Et vous voyez que plus le niveau de conscience diminue chez les patients, plus la communication au sein de ces régions va diminuer. Donc, un autre outil qui va nous permettre d'affiner ce diagnostic de conscience et d'inconscience sans faire appel à des processus de langage, d'attention et de mémoire, des processus cognitifs trop complexes. Une autre manière de faire, donc les patients systématiquement, lorsqu'ils viennent chez nous, on leur fait un PET scan, donc comme je vous expliquais tout à l'heure, et on regarde au niveau de leur cerveau les régions qui fonctionnent bien, les régions qui fonctionnent moins bien. En bleu, sur les images que je vous présente ici, vous avez les régions hypométaboliques, donc qui ne fonctionnent plus correctement. Et vous voyez qu'on peut voir une nette différence entre les patients en état végétatif, inconscient, et les patients en état de conscience minimale. Vous voyez que chez les patients en état végétatif, on a pratiquement l'ensemble du cerveau
qui ne fonctionnent plus correctement, l'ensemble des régions qui sont hypométaboliques et qui comprennent tant le réseau de la conscience interne que de la conscience externe. Alors que chez les patients en état de conscience minimale, vous voyez que seules ces régions, qui sont en fait les régions qui sont liées à la conscience interne, seules ces régions sont vraiment atteintes et ne fonctionnent plus correctement. Donc grâce à cette technique du PET scan, on peut également différencier un patient conscient d'un patient inconscient. Donc ça nous aide également à affiner ce diagnostic clinique que l'on fait au chevet des patients. Alors on a ces techniques qui sont validées, qui fonctionnent relativement bien, même si elles peuvent être encore améliorées. Et on essaye de développer d'autres technologies. Donc ici, je ne rentre pas dans les détails techniques parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais juste pour vous montrer cette nouvelle technologie qui est la TMS. Donc c'est une stimulation magnétique transcrânienne. Donc à l'aide d'une bobine, on va envoyer un petit signal magnétique au niveau du cerveau pour exciter le cerveau en fait. Et on va regarder si cette excitation au niveau du cerveau sera traitée différemment chez les patients inconscients et chez les patients conscients. Et de nouveau, on a montré chez quelques patients une différence entre les patients en état de conscience minimale que vous avez ici et des patients en état végétatif que vous voyez ici. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les patients en état végétatif, ici en dessous, lorsqu'on stimule un endroit du cerveau, la réaction du cerveau va se limiter à cet endroit de stimulation et ne va pas se propager dans le reste du cerveau. Donc, ça restera très local et pas du tout complexe. Alors que chez les patients en état de conscience minimale et qui émergent de l'état de conscience minimale, on va stimuler, ici où vous avez la petite croix, et vous voyez les couleurs qui représentent la propagation de cette stimulation, donc du traitement de l'information, qui vraiment se propage dans tout le cerveau et sur les deux hémisphères. Et vous voyez que les ondes sont beaucoup plus complexes ici que celles observées chez les patients en état végétatif. Donc lorsque le patient récupère une conscience, il va traiter de manière beaucoup plus différentielle cette information, de manière plus complexe. Et ça se traduit ici grâce à cette technique de stimulation magnétique transcrânienne. Alors, je terminerai en parlant de ces patients en locked-in syndrome. Donc, ces patients, comme je vous le disais, qui sont, comme vous et moi, totalement éveillés. Ils ont un niveau d'éveil totalement normal et totalement conscient, un niveau de conscience normal et des fonctions cognitives préservées. Donc, ils n'ont pas de troubles cognitifs au niveau mémoire, attention, etc. Et donc, ce sont des patients dont vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment par ce film qui a été, ce livre qui a été adapté au cinéma, Le Scaphandre et le Papillon, film qui raconte l'histoire de Jean-Dominique Bauby, qui était l'ancien directeur du journal Elle, qui a été atteint d'un AVC et qui, du coup, s'est retrouvé en locked-in syndrome et qui témoigne justement de cet état de locked-in syndrome. Alors, on travaille, nous, avec ces patients-là parce que ce sont des patients qu'on peut facilement confondre avec des patients en état végétatif ou en état de conscience minimale puisqu'ils ne peuvent pas bouger et ils ne peuvent pas s'exprimer. Le seul moyen qu'ils ont de s'exprimer, c'est par ces petits mouvements des yeux. Et donc, il faut être sensibilisé à ces petits mouvements des yeux pour pouvoir les détecter et ne pas passer à côté. Alors de nouveau, la neuroimagerie, l'IRM, le PET scan va nous aider à différencier ces patients conscients des autres patients en état de conscience altérée, puisque les patients locked-in syndrome vont montrer une lésion qui est uniquement localisée ici au niveau du tronc cérébral, alors que chez les autres patients, on va retrouver des lésions dans l'ensemble du cerveau. Et de nouveau, grâce au PET scan, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on va voir que le fonctionnement global du cerveau est assez similaire à celui d'une personne consciente et qu'au niveau du préconius, on a une activité préservée. Donc d'une part, faire leur diagnostic, détecter leur conscience. Après, le but, c'est leur permettre de communiquer, autrement que par les yeux, par ces petits mouvements des yeux, parce qu'au départ, on va voir le patient, on va lui proposer un alphabet, on va dire tout oralement l'alphabet et dire chaque lettre A, B, C, D, E, F. Et à chaque fois que le patient veut sélectionner la lettre, il va cligner des yeux. C'est évident que ça prend beaucoup de temps. Pour le patient, c'est fatigant, donc c'est pas super pratique. Et donc, on va essayer de développer ce qu'on appelle des interfaces cerveau-ordinateur. Donc, ce sont toutes des techniques où on va permettre au patient d'utiliser son cerveau pour contrôler des machines. Mais ici, je ne rentrerai pas en détail puisque Fabien Lotte va expliquer juste après dans son exposé ce que c'est une interface cerveau-ordinateur et va vous en présenter. Mais donc, après avoir fait ce diagnostic, c'est important pour ces patients de leur proposer des moyens de communiquer et après, ça leur permet d'interagir avec leur environnement de manière adaptée, mais de pouvoir retrouver une vie sociale plus ou moins normale et d'interagir avec leur famille.
Alors, je terminerai par une petite question éthique, parce que tous ces travaux de recherche, tous ces travaux cliniques, évidemment, soulèvent de plus en plus de questions. Et donc, parallèlement à ces travaux très pratiques, on se pose aussi des questions éthiques. Et on essaye ici notamment de voir ce qu'il en est de la qualité de vie de ces patients qui physiquement sont très diminués puisqu'ils sont paralysés, ne peuvent pas bouger et parfois difficilement interagir avec l'environnement. Et donc, dans cette étude, on a interrogé des patients Locked-in syndrome sur leur qualité de vie. Et on leur a proposé, vous pouvez le faire dans votre tête pour un peu vous imaginer ce qu'on leur a demandé, de calibrer leur qualité de vie sur une échelle de -5 à +5. Donc, -5, vous devez imaginer le pire moment de votre vie. Un échec, le décès d'un proche. Et +5, vraiment le meilleur moment de votre vie, la remise d'un diplôme, un mariage, une naissance. Vous avez ainsi calibré votre propre échelle de qualité de vie. Et maintenant, vous vous imaginez, dans ces 2 dernières semaines, à combien vous évaluerez votre qualité de vie. Donc, entre -5 et +5. Vous avez votre chiffre en tête. On a demandé la même chose à des patients Locked-in syndrome. Et vous voyez ici que la majorité des patients Locked-in syndrome rapportent une qualité de vie qui est globalement positive. Donc, ce sont des patients qui, on a comparé avec des sujets contrôle, ont une qualité de vie qui est similaire à la nôtre. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que tous les patients Locked-in syndrome sont heureux. Il y a des patients qui, évidemment, sont malheureux, qui ont des idées plus noires, qui souffrent de dépression. Mais ça veut dire quand même que la majorité de ces patients présentent une qualité de vie positive. Et donc, nous, en tout cas, en tant que cliniciens, c'est très important parce qu'on a souvent tendance à dire « Ah, moi, si j'étais dans cet état-là, je ne voudrais pas vivre ». Et donc, on peut penser à appliquer des décisions de fin de vie chez les patients, etc. Nous, ça nous rappelle à l'ordre en nous disant « Attention, il ne faut pas mettre nos jugements de valeur en jeu lorsqu'on prend des décisions de traitement puisque ces patients, manifestement, ont une qualité de vie relativement bonne. Et donc, dans le cas de ces patients en Locked-in syndrome, spécifiquement, c'est important de leur donner la parole et de leur laisser exprimer ce qu'ils désirent. Et après, de pouvoir écouter, que ce soit des désirs de fin de vie ou des désirs d'adaptation au domicile, etc., de retour en famille. Donc, c'est vraiment pour attirer l'attention sur, justement, ne pas juger un livre à sa couverture. Donc voilà, juste en conclusion, le message final, ce qu'il faut retenir, c'est que maintenant, grâce à la recherche, grâce à ces patients et ces familles qui nous aident à comprendre les processus de conscience, on sait que la conscience, elle est liée vraiment à un réseau très spécifique, le réseau fronto-pariétal, et plus à l'ensemble du cerveau. On sait évidemment que faire un diagnostic clinique, c'est très difficile. Ce sont des patients souvent très ambigus. Et donc, c'est important d'utiliser d'une part, en tant que clinicien, les bons outils. Pour nous, c'est important, mais également de mettre au point, grâce à la recherche, toutes des techniques paracliniques, de les adapter à la réalité clinique pour pouvoir affiner ce diagnostic et détecter le plus rapidement et le plus finement possible la conscience pour pouvoir adapter alors le traitement des patients, prendre les bonnes décisions le plus rapidement possible pour ensuite améliorer leur qualité de vie et améliorer la revalidation et les prises en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonsoir. Donc moi, je me présente, je m'appelle Fabien Lotte, je suis chercheur en informatique à INRIA, qui est un laboratoire public de recherche en informatique et mathématiques appliquées. Et donc, moi, je vais vous parler un petit peu plus de justement ce qu'a présenté l'oratrice précédente, de ce qu'on appelle les interfaces serveur-ordinateur. Donc je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, comment ça marche et à quoi ça sert de manière plus générale. Donc très généralement, qu'est-ce que c'est qu'une interface serveur-ordinateur ? C'est en fait un système de communication qui va permettre à des gens d'envoyer des commandes et des messages à un ordinateur en utilisant uniquement leur activité cérébrale. Donc nous, dans notre jargon scientifique, on appelle ça des BCI. Ça vient de l'anglais Brain Computer Interface, qui veut dire interface serveur-ordinateur. Et donc ici, vous avez sur cette vidéo un petit exemple d'interface serveur-ordinateur. Vous voyez une personne avec des électrodes sur la tête. Donc c'est l'électroencéphalographie dont on parlait dans la présentation juste avant. Et en fait, cette personne, elle peut, dans ce cas précis, interagir avec un monde 3D, un peu comme un jeu vidéo, en utilisant uniquement son activité cérébrale.
Donc en fait, si la personne elle imagine un mouvement de la main droite, elle va se tourner à droite. Si elle imagine un mouvement de la main gauche, elle va tourner à gauche. Et si elle imagine un mouvement de ses pieds, elle va avancer tout droit dans l'environnement. Donc ça, c'est juste un exemple un peu ludique, mais c'est pour vous montrer, pour donner une idée du principe. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'interagir uniquement grâce à son activité cérébrale. Donc je vais commencer par vous expliquer comment ça marche, qu'est-ce qui se cache derrière, comment on fait pour faire fonctionner ce genre de système, et ensuite je vous dirai un peu plus le genre d'applications qu'il y a, donc notamment les applications pour les patients paralysés, dont on parlait juste avant, mais aussi d'autres applications pour le grand public. Donc comment ça marche tout d'abord? Donc une interface cerveau-ordinateur, comme son nom l'indique, ça a deux composants principales, qui sont le cerveau et l'ordinateur. Donc si on veut créer cette interface entre le cerveau et l'ordinateur, on va devoir faire communiquer ces deux éléments. Donc pour ça, la première étape, ça va être donc de mesurer l'activité cérébrale de l'utilisateur. Donc il y a plusieurs façons de le faire. On a vu quelques-unes dans la présentation juste avant. Une qui est très utilisée, c'est notamment l'électroencéphalographie que vous voyez sur cette image, avec des capteurs qu'on pose sur la tête. Mais il y a d'autres façons, j'en parlerai un petit peu après. Donc on mesure cette activité cérébrale. Donc une fois qu'on l'a mesurée, en fait, on va avoir différents signaux cérébraux qui vont refléter l'activité cérébrale de l'utilisateur. Et donc l'idée ensuite, ça va être d'essayer de reconnaître et d'analyser ces signaux cérébraux pour essayer de reconnaître quel est le type d'état mental de l'utilisateur. Par exemple, pour revenir sur l'exemple que je vous montrais juste avant, on voyait une personne qui pouvait se déplacer à gauche ou à droite dans un monde virtuel en imaginant sa main gauche ou sa main droite. Là, l'idée, ça va être de trouver quel type de signaux cérébraux correspondent à l'imagination d'un mouvement de la main gauche et quel type de signaux cérébraux correspondent à l'imagination d'un mouvement de la main droite. Donc on va analyser ces signaux, on va regarder à quoi ils ressemblent, on va les nettoyer parce que c'est des signaux qui sont très bruités, ils sont assez facilement parasités par différentes choses. Donc on va essayer d'extraire l'information essentielle des signaux pour reconnaître l'état mental de l'utilisateur. Une fois qu'on a fait ça, on peut traduire ça en une commande pour l'ordinateur et donc se dire par exemple, si j'ai reconnu que les signaux cérébraux c'était un mouvement imaginé de la main gauche, on va envoyer la commande de tourner à gauche par exemple. Et inversement, si on a reconnu que l'état mental c'était un mouvement imaginé de la main droite, on va tourner à droite. Et enfin, on va fermer la boucle en proposant un retour perceptif ou feedback à l'utilisateur pour lui indiquer ce que l'ordinateur a reconnu, quel est l'état mental qui a été reconnu par l'ordinateur. Donc si je vous remontre un petit peu la vidéo juste avant, là le retour perceptif qu'on montrait à l'utilisateur, c'était, vous allez voir, il y a des petites mains, une main jaune, une main bleue et des pieds en vert, et donc vous voyez qu'en fait, quand l'ordinateur reconnaît un mouvement imaginé de la main gauche, la main gauche bleue va grossir. Et là, quand il reconnaît un mouvement imaginé des pieds, c'est les pieds qui vont grossir. Donc ça paraît tout bête, mais c'est important de montrer ça à l'utilisateur pour qu'il puisse déjà voir ce que le système a reconnu. Mais ce qui est plus important, c'est pour qu'il puisse voir s'il s'est trompé ou pas et pour qu'il puisse apprendre à mieux contrôler son activité cérébrale. Parce qu'en fait, contrôler une interface cerveau-ordinateur, contrôler une BCI, c'est un peu comme apprendre à faire du vélo. C'est quelque chose qui s'apprend et on devient meilleur avec la pratique. C'est-à-dire au début, on ne va pas forcément être très bon, et plus on va pratiquer, mieux on va y arriver, mieux on va imaginer correctement les tâches mentales, et plus ça va être clair, et plus ça va être visible, et donc plus le système va le reconnaître efficacement. Parce que là, vous pouvez voir que ça ne marche pas à tous les coups, des fois ça tourne à gauche, à droite, c'est jamais parfait, ça se trompe souvent, mais avec la pratique, on devient meilleur. Et donc là, on a fermé la boucle, et donc c'est comme ça que la personne peut interagir avec l'ordinateur. Donc on va essayer de parcourir un peu ces différentes boucles, ces différents éléments de la boucle pour que vous sachiez comment ça marche. Donc tout d'abord, comment on mesure l'activité cérébrale? Donc il y a plein d'exemples qui vous ont été montrés avant, notamment des IRM fonctionnels, des PET scans. Donc ça, c'est des équipements qui sont très conséquents, très chers, qu'on ne peut pas forcément utiliser facilement. Et donc là, je vais plutôt vous parler de méthodes portables, entre guillemets. Et donc, en général, pour les interfaces cerveau-ordinateur, il y a deux grandes familles de techniques qui peuvent être utilisées pour mesurer l'activité cérébrale. La première, c'est des méthodes qu'on appelle non invasives, c'est-à-dire qui va utiliser des capteurs qui vont être posés sur la tête ou autour de la tête, ou pas loin de la tête en tout cas, et pour mesurer l'activité cérébrale. Donc on a déjà parlé de l'électroencéphalographie, que vous voyez ici, c'est vraiment des capteurs qu'on pose sur le cuir chevelu et qui vont mesurer des micro-courants électriques qui sont le reflet de l'activité de millions de neurones dans notre cerveau. Par contraste, il y a un autre type de famille qu'on appelle les méthodes invasives. Donc là, je vais vous montrer une petite image. S'il y en a d'entre vous qui sont un peu susceptibles, c'est une image qui peut un peu choquer. Par contraste, donc, il y a les méthodes invasives, c'est-à-dire que là, on va aller chercher l'information plutôt à la source. On va mettre des capteurs carrément dans la boîte crânienne, sur la surface du cerveau, par exemple, comme ici avec ce qu'on appelle l'électrocorticographie, c'est-à-dire des électrodes qu'on va poser sur le cortex. Donc là, ce que vous voyez, c'est une boîte crânienne ouverte avec un cerveau, vivant, je vous rassure.
et qui va mesurer l'activité cérébrale, mais on peut aussi mettre des capteurs dans le cerveau plus profondément pour mesurer vraiment l'information qui vient de quelques neurones. Donc je vous rassure, ça c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Ce genre de technique c'est principalement utilisé dans les cas de personnes qui souffrent d'épilepsie très grave et pour lesquelles la seule solution en fait pour faire stopper ces épilepsies, c'est d'enlever la partie du cerveau qui est responsable des crises d'épilepsie. Donc pour ça, il y a des docteurs qui vont mettre des capteurs dans le cerveau pour bien localiser précisément cette région cérébrale et l'enlever sans enlever d'autres fonctionnalités importantes. Donc du coup, il y a des chercheurs, notamment des chercheurs d'interface cerveau-ordinateur, qui en profitent que ces capteurs soient là pour faire des interfaces cerveau-ordinateur avec des capteurs invasifs. Mais ça ne reste pas chez les patients, c'est quelques semaines et après c'est enlevé. Donc c'est plutôt un outil de recherche pour l'instant. Donc bien entendu, pour tout ce qui est interface cerveau-ordinateur, ce qu'on utilise le plus, c'est les méthodes non invasives et notamment l'électroencéphalographie qu'on voit ici, parce que c'est relativement peu cher. Ça ne coûte pas des millions comme l'IRM fonctionnel ou ce genre de technique. C'est portable ou transportable. C'est non invasif évidemment. Et en plus, ça donne ce qu'on appelle une bonne résolution temporelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mesurer plein de fois par seconde ce qui se passe dans l'activité cérébrale. Et donc on va avoir une vision assez précise dans le temps des changements qu'il y a dans l'activité cérébrale de l'utilisateur. Donc dans la suite, je vais me focaliser sur cette technique, l'électroencéphalographie. Donc une fois qu'on est capable de mesurer l'activité cérébrale de l'utilisateur, la question c'est qu'est-ce qu'on va mesurer? Parce qu'on n'est pas encore capable de reconnaître n'importe quoi, on est très très loin de pouvoir lire dans les pensées, mais on peut reconnaître quelques grands types d'états mentaux. Donc là encore, il y a deux grandes familles de techniques qu'on peut utiliser, de signaux qu'on peut mesurer. La première, c'est ce qu'on appelle les potentiels évoqués, c'est-à-dire c'est des réponses cérébrales à des stimulus particuliers sur lesquels l'utilisateur va porter son attention. Donc par exemple, vous pouvez imaginer un écran d'ordinateur sur lequel il y a différents boutons qui vont clignoter. Certains boutons vont clignoter par exemple 10 fois par seconde, d'autres 20 fois par seconde. Et en fait, lorsque l'utilisateur va porter son attention sur un de ces boutons, la réponse cérébrale va être différente que s'il portait son attention sur un autre de ces boutons, parce que le stimulus est différent. Donc du coup, si on détecte cette réponse cérébrale, on va pouvoir savoir sur quel bouton la personne est en train de porter son attention, et donc on va pouvoir cliquer entre guillemets sur ce bouton et envoyer la commande correspondance. Donc ça, c'est une façon d'utiliser une interface cerveau-ordinateur. Je vais vous montrer des exemples juste après. L'autre famille, c'est la famille qu'on appelle des signaux spontanés, et dont on parlait un petit peu Audrey juste avant, où là, il n'y a pas de stimulus. Ce n'est pas une réponse cérébrale, c'est l'utilisateur lui-même qui va spontanément faire une tâche mentale. Donc par exemple, il va imaginer des mouvements des mains, je vous en avais parlé. Ça peut être aussi, il va faire un calcul mental. Il y a quelques tâches comme ça qui, quand la personne les effectue, ça entraîne des changements d'activité cérébrale bien spécifiques et relativement visibles qu'on va pouvoir détecter. Et du coup, on va pouvoir associer une commande à cet état mental et à ces signaux cérébraux qui sont déclenchés par la tâche mentale qu'a fait le sujet. Donc, je vous donne des exemples tout de suite de ces deux types de techniques. Donc notamment pour les signaux spontanés, ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'imagerie motrice, ce qu'on appelle l'imagination de mouvement des membres. Donc on en a parlé un petit peu avant. On peut détecter qu'une personne est en train d'imaginer un mouvement des mains, de la main gauche, de la main droite, un mouvement des pieds, un mouvement de la langue également. Et ce qui est assez intéressant en fait, c'est que quand une personne effectue un mouvement des mains ou l'imagine, c'est les mêmes régions du cerveau qui vont être impliquées en fait. Donc le signal ne va pas être aussi fort quand on l'imagine entre guillemets, mais ça va être quand même les mêmes régions et le même type d'activité cérébrale qui va se produire. Et en fait, si on peut les détecter, ce genre de mouvements imaginés, c'est grâce au bonhomme que vous voyez, entre guillemets, enfin que vous voyez sur cette image. C'est ce bonhomme qui est complètement difforme, c'est l'homunculus de Penfield. Et en fait, ce bonhomme, s'il est difforme, c'est parce qu'il est représenté avec des membres dont la taille est proportionnelle à la taille de la région cérébrale correspondante. Vous voyez qu'il a des mains complètement gigantesques. C'est parce que dans notre cerveau, en fait, on a une région assez importante qui est dédiée et qui contrôle le mouvement des mains et qui est impliquée dans le mouvement des mains. Et donc ça, quand on utilise l'électroencéphalographie, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce qu'on va mesurer avec un capteur posé sur le crâne, c'est l'activité cérébrale de millions de neurones simultanés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des millions de neurones qui font la même chose en même temps, on ne va pas voir de signal. Mais donc du coup, l'avantage, c'est que là, justement, les mains, vous voyez, il a des mains gigantesques. Donc en fait, quand on imagine un mouvement de la main, ça va vraiment activer des millions de neurones dans le cerveau et donc du coup on va pouvoir voir ce qui se passe et c'est pour ça qu'on peut reconnaître qu'une personne imagine un mouvement de la main gauche ou de la main droite par exemple. Vous voyez aussi qu'il a une grosse bouche et des relativement grands pieds, donc ça marche aussi avec des mouvements imaginés de la langue ou des pieds par exemple. Donc ça c'est un type de signal qui est beaucoup utilisé, c'est pas le seul.
On peut aussi reconnaître par exemple qu'une personne est concentrée ou pas concentrée. On peut reconnaître qu'une personne est en train d'effectuer un calcul mental, différentes tâches comme ça, ou en train d'imaginer une figure géométrique, par exemple un cube en train de tourner dans l'espace. Tout ça parce que ça va activer entre guillemets différentes régions du cerveau, et donc en le détectant, on va pouvoir envoyer une commande correspondante. Donc du coup, dans ces cas-là, comment on fait pour reconnaître ? Ce qui est important, c'est déjà de regarder où ça se passe dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on va regarder pour différentes électrodes qui sont posées sur le cuir chevelu, on va regarder l'activité cérébrale mesurée par certaines d'entre elles, parce qu'on sait que les régions cérébrales qui sont sous ces électrodes vont avoir une activité cérébrale différente lorsqu'à personne effectue ces différentes tâches mentales. Il y a aussi une autre information qu'on peut utiliser si on veut reconnaître l'état mental de l'utilisateur. Et c'est ce qu'on appelle les rythmes EEG, les rythmes cérébraux, que vous voyez ici. Donc là, en fait, sur cette image, ce que vous voyez, c'est le signal EEG, donc c'est le signal cérébral qui est mesuré avec une électrode qu'on pose sur le cuir chevelu. Donc en gros, c'est le potentiel électrique qui est mesuré au cours du temps. Donc là, vous avez 1 seconde de signal. Donc on voit que le signal EEG, en fait, c'est un signal qui oscille, qui monte et il descend plusieurs fois par seconde. On voit qu'il varie comme ça. Donc c'est vrai que si on le regarde comme ça paraît pas forcément très parlant, on ne sait pas trop ce qui s'y passe. Mais en fait, il y a de l'information là-dedans qui est utile pour reconnaître l'état mental de l'utilisateur. Et en fait, pour nous, notamment pour nous ingénieurs qui voulons reconnaître automatiquement, grâce à un ordinateur, ce qui se passe dans ces signaux, reconnaître l'état mental de l'utilisateur dans le signal EEG, c'est un peu comme si on écoutait la radio, en fait. Il faut vous imaginer que quand vous écoutez la radio, si par exemple vous voulez avoir les infos, savoir ce qui se passe, vous allez écouter différentes chaînes de radio, par exemple, si vous voulez avoir différents points de vue sur l'actualité. Donc différentes chaînes de radio, ça va être différentes fréquences, comme vous savez, par exemple, je ne sais pas, 107.7 c'est Autoroute FM, vous avez 96.4 qui est je ne sais pas quelle chaîne de radio. Et donc du coup, différentes fréquences du signal radio vous apportez différentes informations. C'est pareil pour l'EEG. Si on regarde différentes fréquences du signal EEG, on va avoir différentes informations qui nous intéressent. Et donc là, à droite, c'est justement ces différentes fréquences du signal cérébral. Donc en fait, si on fait la somme de tous ces signaux-là que vous voyez ici, ça donne le signal qui est à gauche. Donc là, par exemple, on a ce qu'on appelle le rythme delta, c'est une fréquence qui est basse. On voit le signal, il varie tout doucement, il monte, il descend 1 ou 2 fois par seconde. Là, par contre, on a des signaux qui sont plus rapides, qui montent et qui descendent plusieurs fois par seconde, c'est des fréquences qui sont plus élevées. Et donc là, on retrouve bien tout ça dans ce signal-là. On ne le voit pas forcément tout de suite, mais on voit bien que le signal, il a des variations qui sont lentes. Là, on voit bien la bosse qu'on retrouve ici, qui sont des variations lentes, mais par-dessus ces variations lentes, ces fréquences lentes, on a plein de petites variations qui, elles, changent beaucoup plus rapidement. Et donc, on peut regarder différentes fréquences du signal. Et pourquoi c'est intéressant ? Par exemple, si on imagine un mouvement de la main gauche, il va se passer des choses dans ces deux fréquences-là, dans les rythmes alpha et bêta, c'est-à-dire les fréquences autour de 10, qui oscillent entre 10 et 20 fois par seconde. Donc notamment, si j'imagine un mouvement de la main gauche, l'amplitude de ces deux fréquences va diminuer. C'est-à-dire que quand j'imagine un mouvement de la main gauche, au niveau du cortex moteur droit, ici, parce que c'est l'hémisphère droit qui contrôle la main gauche, le signal dans ces deux fréquences, j'ai encore perdu ma souris, va monter plus bas et descendre plus haut, donc il va être plus fin en fait, quand on imagine un mouvement de la main que quand on n'imagine pas un mouvement de la main. Et du coup, si on voit ça, on va pouvoir savoir que la personne est en train d'imaginer un mouvement de la main. Et donc en tout cas, ça nous aide à détecter ça, parce que c'est jamais parfait, mais voilà. Donc ça, c'était pour les signaux spontanés. Donc l'autre famille de signaux, je vous disais, c'est les potentiels évoqués, donc les réponses cérébrales à un stimulus particulier. Donc il y en a un notamment qu'on utilise beaucoup, qui s'appelle le P300. C'est le nom de la réponse cérébrale. Et en fait, ce P300, c'est une augmentation positive du signal EEG qui survient environ 300 millisecondes après que l'utilisateur ait perçu un signal qui soit rare et pertinent. Donc par exemple, vous imaginez que vous êtes en voiture au feu rouge et vous attendez que le feu passe au vert. Et donc là, vous êtes en train d'attendre justement ce stimulus qui est rare, pertinent. Et dès que le feu va passer au rouge, vous allez avoir justement cette réponse cérébrale qu'on voit ici. C'est-à-dire que le signal EEG il va augmenter autour de 300 millisecondes après que vous ayez le stimulus, donc c'est-à-dire après que le feu vienne de passer au vert. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert ça ? En fait, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut créer des applications qui vont se servir de ça, qui vont envoyer plein de stimulus à l'utilisateur. Et en fonction du stimulus qu'il va choisir, on va envoyer une commande différente. En fonction du stimulus sur lequel on va observer cette réponse, on va envoyer une commande différente. Je vous montre un exemple tout de suite. Ça me permet d'enchaîner avec justement les applications, donc à quoi ça sert tout ça. Et donc notamment, c'est ce que l'oratrice précédente vous parlait, une des premières raisons historiques pour lesquelles on a créé des interfaces serveur-ordinateur, c'est pour permettre justement à des patients et des personnes complètement paralysées, donc dans l'état de locked-in, de communiquer avec le monde extérieur. Donc une des façons de faire ça,
c'est ce qu'on appelle dans le jargon le P300 Speller, c'est justement d'utiliser ces réponses cérébrales à des stimulus rares et pertinents. Donc comment ça marche? Vous voyez ici, on va montrer à l'utilisateur une grille de lettres, donc c'est toutes les lettres de l'alphabet, et en fait, comme vous voyez sur la vidéo ici, on va faire clignoter les lignes et les colonnes de cette grille de lettres. Donc les lignes et les colonnes vont s'allumer aléatoirement. Et on va demander à la personne, donc ici c'est pas un patient, c'est quelqu'un de notre laboratoire, il est en pleine forme, je vous rassure, c'est pour l'exemple. On va demander à la personne en fait de compter le nombre de fois que la lettre qu'il veut épeler va s'allumer. Du coup, il va y avoir plein de flashs partout, et à chaque fois que la lettre qu'il veut épeler va s'allumer, on va observer cette réponse cérébrale, on va observer ce P300. Et donc du coup, quand on regarde les signaux cérébraux, dès qu'on observe le P300, on sait que 300 millisecondes avant, la ligne ou la colonne qui était allumée contenait la lettre que la personne voulait épeler. Et donc du coup, si on est capable de trouver sur quelle ligne et sur quelle colonne cette réponse cérébrale est apparue, on sait quelle lettre la personne voulait épeler. Et donc du coup, en faisant ça, on peut trouver les lettres que la personne veut sélectionner et donc épeler des mots, des lettres, puis des mots, etc. Et ça uniquement grâce à son activité cérébrale. Donc ça, c'est une façon de faire. C'est une application possible, donc c'est pour la communication. Il y a d'autres applications qui vont permettre, pour des patients qui sont paralysés, complètement ou pas, de pouvoir récupérer, de pouvoir quand même se déplacer de manière motrice grâce à des interfaces serveur-ordinateur. Donc là encore, je vais vous montrer deux exemples qui viennent de différents laboratoires. Ici, je vais vous montrer, quand ça va apparaître, voilà. Une interface serveur-ordinateur qui permet de contrôler ce qu'on appelle un système de stimulation électrique fonctionnelle. Vous allez voir une personne qui, malheureusement, suite à un accident, a perdu tout usage de son bras gauche. Vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'elle a des électrodes là qui sont posées sur son bras. En fait, ces électrodes, c'est un peu comme des sports élec, pour ceux qui connaissent. Ça va envoyer des petits courants électriques dans les muscles de la personne pour les contracter de force, en fait. Et en fait, cette personne, elle n'est pas du tout capable de contrôler son bras normalement. Donc, vous voyez qu'elle a un casque sur la tête qui va mesurer l'activité cérébrale de cette personne. Et en fait, lorsque la personne imagine un mouvement des pieds, ça va être détecté par l'interface serveur-ordinateur et ça va envoyer une commande à ces électrodes. Donc, en fait, la première fois qu'il imagine un mouvement des pieds, ça va envoyer la commande aux électrodes de contracter ses muscles de façon à que ça ouvre sa main. Donc du coup, il va pouvoir garder sa main ouverte, ce qu'il n'est pas capable de faire autrement. La deuxième fois qu'il va imaginer un mouvement des pieds et que ça va être reconnu par le système, ça va contracter ses muscles de façon à fermer sa main. Donc, je vais vous remontrer la vidéo comme ça. Voilà, vous allez pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, il va imaginer un mouvement des pieds et ça va ouvrir sa main. Il imagine un autre mouvement des pieds et ça va forcer la fermeture de sa main. Et donc du coup, il va pouvoir attraper le verre et donc boire. Donc il a toujours le contrôle de son bras mais pas de sa main. Et enfin, s'il imagine encore une fois un mouvement de la main, un mouvement des pieds, ça va ouvrir, ça va contracter ses muscles de façon à ouvrir sa main et donc il va pouvoir relâcher le verre. Donc, pourquoi des pieds? C'est une bonne question. Pourquoi pas la main, par exemple? On pourrait faire la main, c'est quelque chose qu'on peut reconnaître, mais en fait, il faut savoir que on va dire, c'est comme tout, il y a des gens qui sont meilleurs à certaines choses qu'à d'autres. Et en fait, on peut reconnaître des mouvements des mains, des pieds, de la main gauche, etc. Mais il y a des gens qui vont mieux arriver à imaginer un mouvement de la main gauche et d'autres qui vont mieux arriver à imaginer un mouvement des pieds. Alors après, je ne sais pas si c'est eux qui arrivent mieux à l'imaginer ou si c'est nous qui arriverons mieux à le reconnaître. Ça, c'est encore une question ouverte. Mais en tout cas, pour cette personne, il arrivait très très bien à imaginer un mouvement des pieds et que ça se voit très très bien dans les signaux. Donc en fait, on aurait probablement pu le faire avec des mouvements de la main pour lui, mais ça aurait été moins efficace. Donc le système se serait trompé plus souvent. Donc c'est pour ça que c'est avec un mouvement des pieds pour lui. Et donc tout ça pour dire qu'avec un seul état mental, en fait, on peut déjà faire pas mal de choses. Avec juste la reconnaissance d'un état mental, on peut avoir des séquences de commandes qui permettent de faire des choses. Que je retrouve mes transparents. Voilà. Je vais vous montrer une autre vidéo aussi, où là, c'est pas une prothèse qui est contrôlée, c'est un fauteuil roulant. Donc ça, c'est des travaux qui sont effectués en Suisse. Où là, on va utiliser aussi une interface serveur-ordinateur, cette fois pour permettre à un utilisateur de se déplacer et contrôler un fauteuil roulant. Donc là, pareil, vous voyez un utilisateur avec un casque EEG pour mesurer son activité cérébrale. Et en fait, là, il contrôle le déplacement de son fauteuil roulant grâce à l'interface serveur-ordinateur. Donc comment il fait? En fait, le système là, peut reconnaître 3 états mentaux différents. En fonction des différents sujets, ça va être par exemple imaginer un mouvement de la main gauche, un mouvement de la main droite pour tourner à gauche ou à droite, imaginer différents types de mots qui commencent par la lettre B par exemple pour avancer tout droit. Et donc comme ça, la personne va pouvoir se déplacer avec son fauteuil roulant.
Bon, par contre, comme je vous disais avant, une interface serveur-ordinateur, ça marche, mais ça marche pas à tous les coups et ça marche pas toujours très bien. Et donc, quand on contrôle son fauteuil roulant avec ça, c'est peut-être pas forcément une bonne idée parce qu'on va foncer dans les murs, on va rentrer dans les gens. C'est un peu embêtant. Et donc, du coup, dans ce cas-là, vous voyez que des fois le fauteuil s'arrête, mais il rentre pas dans les tables. En fait, c'est parce que le fauteuil, il est intelligent, entre guillemets, il a des capteurs qui vont détecter les obstacles. Et donc en fait, le fauteuil roulant, il va suivre les commandes de l'utilisateur, mais il va les adapter un petit peu en fonction du contexte. C'est-à-dire que si la personne lui dit, ou en tout cas que le système reconnaît que la personne lui a dit de foncer dans le mur, il va pas le faire, le fauteuil, parce qu'il sait que c'est pas forcément une bonne idée. Donc du coup, en combinant une interface serveur-ordinateur qui n'est pas parfaite, qui marche pas très bien, et un fauteuil roulant qui a un petit peu d'intelligence, entre guillemets, on arrive à faire quelque chose qui marche quand même un peu mieux. Donc ça, c'était deux types d'applications pour les personnes notamment paralysées. Donc des applications pour communiquer avec le monde extérieur et des applications pour agir sur le monde extérieur et se déplacer. Plus récemment, les interfaces serveur-ordinateur, elles ont aussi on s'est aussi rendu compte qu'elles pouvaient servir dans d'autres applications, pas forcément pour les personnes paralysées, notamment pour des applications de rééducation et de réhabilitation. Donc là, je vais vous montrer des travaux que vous pouvez voir ici sur les images d'un laboratoire à Singapour. À gauche, vous avez une application d'une interface serveur-ordinateur pour faire de la rééducation de personnes qui souffrent de troubles de l'attention. Donc notamment des enfants. Il y a des enfants qui ont des troubles de l'attention, ils ne sont pas capables d'être attentifs à l'école, leur attention part dans tous les sens. Il y en a beaucoup même qui sont dans ce cas-là, malheureusement. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait utiliser des interfaces serveur-ordinateur pour les aider à réduire ces troubles de l'attention. Donc, comment ça marche ? En fait, on va mesurer dans les signaux cérébraux le niveau d'attention de la personne. Et on va leur faire jouer à des différents types de jeux pour lesquels, pour gagner, il faut qu'ils aient un niveau d'attention élevé, tel que mesuré par le système. Donc là, en particulier, vous voyez deux personnes qui ont des électrodes sur la tête, et en fait, ils vont jouer à un jeu de course de voitures. Donc là, on voit, il y a deux petites voitures. Les voitures, il n'y a pas besoin de tourner à gauche ou à droite, elles avancent tout le temps. Par contre, la vitesse de la voiture dépend directement du niveau de concentration de l'utilisateur, tel que mesuré par l'interface serveur-ordinateur. Donc si on détecte que la personne a un niveau d'attention élevé, la voiture va aller très vite. Et si au contraire, on détecte que la personne n'est pas attentive, la voiture va aller tout doucement. Et donc du coup, il va perdre la course. Donc du coup, ça, c'est des jeux qui ont été testés cliniquement sur des enfants. Pas que ce jeu-là, mais d'autres genres de jeux de ce type-là. Donc en fait, en leur faisant jouer à des jeux pour lesquels ils sont obligés d'être attentifs pour gagner, ça va les forcer à travailler sur leur attention et ça a été montré que ça leur permettait de réduire leur trouble de l'attention et de les rendre plus attentifs en fait. Donc là, c'est une application qui est liée aussi à la rééducation. C'est quand même lié aussi pour des patients qui sont paralysés. C'est pour utiliser des interfaces serveur-ordinateur pour rééduquer des patients qui ont eu un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Donc il y en a par exemple qui ils ont des lésions dans le cerveau suite à ça. Donc ils vont perdre de la mobilité sur différents membres. Donc par exemple, ils vont pas pouvoir utiliser leur main gauche. Donc il y a des différents types de systèmes de rééducation qui existent. Et l'idée en fait, c'est d'utiliser l'interface serveur-ordinateur pour détecter quand la personne a l'intention de faire un mouvement. Donc là, par exemple, c'est un système pour rééduquer quelqu'un qui a perdu de la mobilité du bras gauche suite à une lésion dans le cortex moteur droit. Donc en fait, ce qui se passe, on détecte que la personne a l'intention de bouger la main. Il ne va pas forcément pouvoir le faire justement à cause de cette lésion, mais là, il y a un bras robotique, que vous pouvez voir sur l'image, qui va bouger la main lorsqu'on détecte que la personne a l'intention de le faire. Et ça, c'est intéressant en fait parce que ça recrée le lien en fait entre l'intention de mouvement de la personne et le mouvement du bras. Et du coup, ça va activer ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire que ça va faire jouer le fait que le cerveau peut se reconfigurer. Les neurones peuvent recréer des connexions entre eux. Et du coup, en travaillant sur ce lien entre l'intention et le mouvement, ça va justement réparer, alors généralement pas complètement, mais ça va en tout cas permettre à la personne de récupérer de la mobilité grâce à l'interface serveur-ordinateur et au système robotique. Donc les études cliniques ont montré que ça marchait aussi. Donc c'est encore des travaux qui sont assez récents. Donc la question c'est encore, donc ça marche, mais est-ce que ça marche mieux que d'autres techniques de rééducation ? Ça n'a pas encore été forcément élucidé, mais en tout cas c'est une nouvelle direction de recherche qui est assez intéressante. Donc maintenant je vais vous parler de choses qui sont beaucoup plus légères, qui n'ont plus grand-chose à voir avec le handicap, quoique pourquoi pas. C'est dans le domaine des jeux vidéo. Donc en fait, plus les technologies des interfaces serveur-ordinateur se sont développées, plus on a commencé à envisager des petites applications qui sont plus pour le grand public, et donc notamment les jeux vidéo. Donc c'est pas forcément que pour les grands publics. Vous imaginez bien que si on peut faire des jeux vidéo également pour les patients paralysés, c'est aussi très bien pour eux. Mais bon, notamment, ça intéresse
un public beaucoup plus large du coup que les interfaces serveur-ordinateur médicales. Donc là, je vais vous montrer des exemples de jeux vidéo développés dans un projet qu'on a effectué à INRIA et qui a terminé récemment. Donc là, vous allez voir un jeu de tir, un jeu où on contrôle un vaisseau spatial et qu'on tire sur d'autres vaisseaux spatials qui est contrôlé par son activité cérébrale. Donc ce qui est intéressant, c'est comment ça marche. Donc ça s'appelle Mind Shooter, parce qu'on tire avec son esprit, entre guillemets. Donc là, vous voyez en fait donc une personne toujours avec son casque. Donc vous voyez que le vaisseau spatial, il y a une particularité, c'est qu'il clignote bizarrement. Vous voyez que l'aile gauche clignote, l'aile droite clignote, le canon clignote. Ils n'ont pas l'air de clignoter à la même vitesse. En fait, ils ne clignotent pas à la même vitesse. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la personne, en portant son attention sur différentes parties du cerveau, du vaisseau, pardon, on va avoir des réponses cérébrales différentes. En fait, l'aile gauche, elle clignote 8 fois par seconde. Le canon il clignote 10 fois par seconde et l'aile droite clignote 12 fois par seconde. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque la personne porte son attention sur l'aile gauche, qui clignote 8 fois par seconde, on va avoir des signaux cérébraux, des réponses cérébrales qui vont aussi osciller 8 fois par seconde. En fait, ils vont se synchroniser avec le stimulus. Si par contre, il porte son attention sur le canon, on va observer des signaux cérébraux qui oscillent 10 fois par seconde. Et donc du coup, en regardant les signaux cérébraux, en regardant à quelle vitesse ils oscillent, on va pouvoir savoir quelle partie du vaisseau la personne est en train de porter son attention. Et donc du coup, ça peut permettre d'envoyer une commande. Donc si elle porte son attention sur l'aile gauche, le vaisseau va aller à gauche. Si elle porte son attention sur l'aile droite, le vaisseau va aller à droite. Et si elle porte son attention sur le canon, ça va tirer, comme vous le voyez, pour détruire les méchants vaisseaux ennemis qui sont en face. Donc ça, c'est une façon de créer des jeux vidéo assez simples. Donc là, c'est un autre exemple. On a créé des jeux vidéo à 2 joueurs cette fois. Donc là, c'est encore une fois de plus un jeu très simple. Vous voyez 2 goals à gauche et à droite, 2 buts. Et au milieu, il y a une balle. Et en fait, les personnes, elles doivent déplacer la balle vers l'un des 2 buts en imaginant des mouvements de la main gauche ou de la main droite. Et là, dans ce cas-là, c'est un jeu où c'est compétitif. C'est-à-dire que un des joueurs doit marquer à gauche et l'autre joueur doit marquer à droite. Et donc, en gros, il faut tous les deux qu'ils imaginent un mouvement de la main gauche ou de la main droite le plus fort possible pour ramener la balle de leur côté. Donc c'est assez rigolo, forcément. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, en faisant jouer à des gens à ce genre de jeu, en fait, ça les motive, ça les force à essayer d'imaginer le mieux possible la tâche mentale pour gagner aux jeux vidéo. Et en fait, ça les rend meilleurs à contrôler leur activité cérébrale et à contrôler une interface serveur-ordinateur. Donc en fait, en créant des jeux vidéo comme ça, on peut les aider à apprendre plus vite à piloter une interface serveur-ordinateur. C'est aussi assez intéressant. En plus d'être amusant, bien sûr. Donc voilà. Donc, pour l'instant, je vous ai parlé de ce qu'on appelle les BCI actives, c'est-à-dire des BCI, c'est mon jargon qui revient, des interfaces serveur-ordinateur actives qui étaient utilisées pour envoyer volontairement des commandes à l'application. Plus récemment, il y a un nouveau type d'interface serveur-ordinateur qui est en train de se développer, c'est ce qu'on appelle les BCI passives. C'est-à-dire que là, on va regarder l'état mental de l'utilisateur, on va suivre ce qui se passe dans son activité cérébrale, sans que celui-ci n'envoie volontairement de commandes à l'application. Donc l'idée, c'est par exemple de regarder au cours du temps le niveau d'attention de l'utilisateur, son niveau de stress, sa charge mentale, s'il a trop d'informations à la fois à gérer. Et ça permet d'avoir des applications qui vont justement réagir à l'état mental de l'utilisateur sans que celui-ci n'ait besoin d'envoyer volontairement des commandes. Donc par exemple, il y a un groupe de recherche à Berlin qui a travaillé sur des interfaces serveur-ordinateur passives pour l'anticipation du freinage d'urgence. Parce qu'en fait, on peut détecter dans les signaux cérébraux qu'une personne a l'intention de faire un mouvement des pieds, et donc a l'intention de faire un freinage d'urgence dans une voiture, par exemple. Et ça, c'est intéressant parce que forcément, le cerveau, il est au courant avant les pieds qu'il va vouloir faire un freinage d'urgence, puisque c'est lui qui envoie la commande. Et du coup, on peut détecter dans les signaux cérébraux que la personne va faire un freinage d'urgence quelques centaines de millisecondes avant qu'il le fasse vraiment. Et ça, c'est vachement intéressant parce que quelques centaines de millisecondes avant, ça veut dire qu'on peut déclencher le freinage quelques centaines de millisecondes avant et donc gagner quelques précieux mètres sur le freinage. Et donc du coup, en regardant ce qui se passe comme ça dans l'activité cérébrale, ça peut avoir des conséquences qui sont très intéressantes. D'autres exemples, ça va être de mesurer le niveau de stress, par exemple, d'une personne, ou le niveau de charge mentale, pour ensuite, par exemple, quand on voit qu'une personne est trop stressée, leur fournir des outils pour se relaxer, gérer leur stress, ou alors dans des contexte professionnel, si on se rend compte qu'une personne a une charge mentale trop élevée, donc elle est en train de dire trop de trucs à la fois, ça veut dire qu'elle va probablement se tromper parce qu'elle a trop d'informations qui arrivent. On peut peut-être justement la soulager de certaines tâches pour qu'elle puisse être plus efficace dans ce qu'elle fait et qu'elle se trompe moins souvent. Par exemple, dans des aéroports, pour les personnes qui vont essayer de regarder tous les bagages qui passent, au bout d'un moment, ils vont plus être attentifs, ils vont plus pouvoir voir s'il y a une bombe qui est cachée dans les bagages. Donc du coup, ça peut être intéressant de leur dire vas-y, maintenant repose-toi. Là, tu vas rater des trucs si tu continues à travailler.
Donc c'est le genre d'application maintenant qui se développe de plus en plus. Donc c'est assez nouveau, donc on n'est pas encore capable de reconnaître ces états mentaux de manière très fiable, mais ça marche quand même à peu près, et donc ça ouvre des perspectives très intéressantes. Donc je vais finir par une petite question que vous pouvez vous poser également. Donc ça, pour l'instant, je vous ai montré, c'est principalement des prototypes. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications qui sortent des laboratoires, mais il y en a. La question, c'est quand c'est que ça sera chez nous, quand c'est qu'on pourra faire des interfaces à ordinateur à la maison. Donc la réponse, c'est qu'on peut déjà faire des interfaces à ordinateur assez simples chez nous à la maison. Donc en fait, il y a déjà des entreprises, notamment américaines, qui vendent des casques EG grand public. Donc vous les voyez ici sur ces images. Donc c'est des casques très simples, le signal n'est pas de très bonne qualité, ça ne marche pas forcément super bien, mais ça ne coûte pas très cher. Par exemple, pour ce casque-là qui a une seule électrode EG, ça va coûter une centaine d'euros, et celui-là qu'on a une douzaine, ça va coûter 300 euros. C'est beaucoup moins cher que le matériel médical qu'on utilise. Ce qu'on voit derrière, c'est nous ce qu'on utilise dans notre laboratoire, ça coûte 20 000 euros. Donc c'est pas vraiment grand public. Mais donc du coup, ça permet d'avoir des systèmes abordables à la maison pour mesurer l'activité cérébrale. Bon, ensuite, vous allez me dire, ok, on peut mesurer l'activité cérébrale, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait? On ne sait pas quoi en faire des signaux. Là encore, heureusement, il y a des logiciels qui existent, qui sont libres et gratuits en l'occurrence, qui vous permettent justement d'analyser ces signaux cérébraux et d'extraire l'information qu'ils contiennent. Donc moi, je vais vous parler notamment d'OpenVibe. C'est un logiciel qu'on développe à INRIA et qui permet justement de reconnaître différents types d'états mentaux dans les signaux cérébraux que vous pouvez mesurer. Et donc c'est libre et gratuit. Et donc vous pouvez, s'il y en a d'entre vous qui se sentent l'âme du geek et qui veulent explorer ce genre de technologie à la maison, n'hésitez pas. Donc j'en arrive à ma conclusion. Donc une interface serveur-ordinateur, comme je vous disais, c'est un système qui permet d'interagir uniquement grâce à son activité cérébrale. Ça a de nombreuses applications prometteuses, donc principalement dans le domaine du handicap et des personnes qui malheureusement sont paralysées. De plus en plus, on s'intéresse aussi aux applications de rééducation, de jeux vidéo pour le grand public, et aussi à toutes ces applications dont je vous parlais d'interface serveur-ordinateur passive pour suivre l'état mental de l'utilisateur. Mais, parce qu'il y a un mais forcément, pour l'instant ça ne marche pas encore très bien, c'est encore assez peu et même pas assez performant, notamment c'est beaucoup moins performant qu'une souris. Dans les quelques vidéos que je vous ai montrées, vous avez vu que c'est assez lent, le système se trompe de temps en temps, donc on est encore assez loin d'avoir quelque chose de très efficace. Et donc souvent, pour pas mal d'applications, s'il y a des techniques d'interaction alternatives, ça peut marcher mieux. Par exemple, pour des patients qui ont encore le contrôle de leur regard, c'est souvent, pas tout le temps, mais souvent plus efficace de mesurer justement où ils vont regarder avec des caméras, par exemple, que d'essayer de reconnaître leur activité cérébrale. Ça va être plus efficace en termes de rapidité pour épeler des lettres, par exemple. Et donc, il y a encore beaucoup de travaux de scientifiques et de beaucoup de recherches à mener pour essayer d'améliorer ça et de rendre ces technologies plus robustes et plus fiables. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet de recherche qui prend de plus en plus d'ampleur au niveau international. Donc, en France et ailleurs, il y a beaucoup plus de laboratoires, de plus en plus de laboratoires qui s'y intéressent, et donc de plus en plus de chercheurs qui travaillent là-dessus. Donc, on peut espérer que ça va s'améliorer rapidement dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention.